c'est un coup de tonnerre dans le procès du rappeur P. Diddy. Le magnat du hip-hop a été reconnu non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, les accusations les plus importantes portées contre lui. Sean Combs, de son vrai nom, a toutefois été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution, ce qui pourrait lui valoir jusqu'à 20 ans de prison. Mais il a été acquitté par les 12 jurés de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, un crime passible de la prison à vie. Ce verdict clôt des semaines de débats lors desquels des témoignages parfois difficiles à entendre se sont succédés. P. Diddy était accusé d'avoir forcé des femmes, dont son ex-compagne, la chanteuse Cassie, à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués, tandis que lui filmait ou se masturbait. Du coup, effectivement, j'ai découvert ce sujet-là par ta proposition. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les articles de presse qui ont paru dessus, et notamment des petits bouts de témoignages dans le procès qui s'est jugé là le 5 juillet, je crois que c'était. Cassie, qui a été donc sa compagne, alors je sais plus le début, jusqu'en 2018 en tout cas, 8-9 ans, pendant 8-9 ans à peu près, qui a porté plainte, mais du coup au civil et au pénal. Du coup, l'affaire au civil a été transigée parce qu'aux États-Unis, on peut négocier en fait et trouver un accord financier pour éviter que les tribunaux civils se prononcent sur les peines. Mais ça n'empêche pas que la peine peut être aussi établie au pénal, parce que là, c'est la société qui juge l'incriminé au nom de la société et non plus au nom de l'individu. Donc déjà dans cette affaire-là, il faut savoir qu'il y a un accord. Alors ils sont pas certains des chiffres parce que c'est plutôt confidentiel, mais il semblerait qu'il y ait eu un accord de 30 millions de dollars au civil déjà en faveur de Cassie, cette ex-compagne, pour le préjudice personnel qu'elle a subi. Et maintenant, donc du coup, l'affaire est portée au pénal. Et pour le coup, il y a d'autres plaignantes qui se sont rajoutées. Certaines d'entre elles ont aussi porté plainte au civil et ont aussi eu des transactions financières faites. D'autres ont pas forcément donné suite à leur plainte au civil, sans qu'il y ait d'accord financier, ou en tout cas sans qu'il soit connu. Et elle se porte aussi témoin dans le procès au pénal qui a eu lieu, et dont le verdict, en fait la sentence, sera prononcée en octobre prochain. Il faut dire que les jurés aux États-Unis disent juste coupable ou pas coupable de tel chef d'accusation ou de tel chef d'accusation. Par contre, le prononcé des peines, c'est la justice américaine qui la donne un petit peu plus tard, après le prononcé du jury. Est-ce que l'opinion publique influence-t-elle trop les procès médiatiques ? Je pense clairement, oui. On avait eu également, dans un autre genre, mais l'affaire de Johnny Depp et sa femme Amber Heard. Oui, ça me parle. Oui, où ça a été en fait un procès essentiellement un combat médiatique qui a abouti à faire que la sentence a été très faible pour Johnny Depp, alors qu'elle c'était l'accusé dans le procès, et par contre qui a été une entreprise de démolition pour la personnalité publique de la compagne de Amber Heard, et ça s'est joué essentiellement par médias interposés. Pourquoi d'après vous certaines célébrités semblent-elles intouchables ? Parce qu'elles ont une bonne représentation, des bons réseaux. Ils ont démonté, là dans l'affaire de P. Diddy, ils ont démonté tout ce qui était du proxénétisme, de la prostitution forcée et compagnie. Et ils ont retenu que le transport de personnes en vision de prostitution à venir, quoi. Parce que les témoignages qui avaient étaient somme toute se passaient dans le cadre du privé, on va dire. Elles étaient quand même filmées, mais visiblement les vidéos sont que de la propriété de P. Diddy, donc forcément elles n'ont pas fuité. Il y a qu'une vidéo qui aurait pu être présentée. C'était une vidéo dans un hôtel en 2016 où en fait sur ces vidéos on le verrait visiblement dans le couloir de l'hôtel en train de la tirer par les cheveux, de la mettre à terre, de lui envoyer des coups de pied dans le ventre
alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Je l'ai vu ça. Et de la bastonner, quoi. Et visiblement, il aurait fait livrer une mallette avec 100 000 $ pour que cette vidéo soit effacée. Donc, elle n'est pas apparue non plus dans le procès. Bon, ben voilà, quand on a de l'argent, du réseau et des représentations. Donc, elle n'est pas venue du coup, Cassie, au procès? Elle a témoigné. Oui, elle a témoigné. Les autres, certaines ont témoigné sous couvert d'anonymat. Et donc ont été enregistrées en amont et c'est les vidéos qui ont été servies au procès, et d'autres c'était des témoignages écrits. Et elle y était parce que c'était la principale plaignante de l'affaire. Mais voilà, elle avait pas forcément de vidéos. Et puis honnêtement, c'est vrai que, quand on regarde de plus près, on peut pas dire qu'elle a été contrainte sous la violence, en tout cas sur le fait, au moment de ces, je sais pas comment ils appellent ça là, c'est Fried, je sais pas quoi, la Frikoff, je crois que ça s'appelle ça. Je sais pas. C'est des espèces de soirées d'orgies préparées, là où où il embauchait des prostituées masculins pour faire leur travail sur sa compagne, et puis il filmait en se masturbant et compagnie. Donc voilà. Et donc en fait, on peut pas parler de contrainte en tant que telle, visiblement sur les moments des faits et au moment des récits, parce qu'en fait la contrainte, elle était vraiment permanente. C'était une contrainte psychologique forte. Il l'avait mis dans une situation de dépendance financière, de dépendance relationnelle, sociale, c'est-à-dire qu'il avait coupé de tous ses amis, sa famille. Elle était avec un garde du corps à H24 et pour le coup, elle avait très peu de possibilités d'interagir avec des gens, et du coup là commençait son travail de sape psychologique pour faire en sorte de lui faire comprendre que c'était ça ou rien. Et après la première vidéo de fête, la monnaie d'échange, c'était de lui casser sa carrière, de lui casser sa renommée, de publier la vidéo en question. Donc pour le coup, oscillant entre la menace et également la dépendance affective, elle se serait soumise à ces pratiques-là, tout en lui disant qu'elle ne souhaitait pas, mais malgré tout soumise. Et visiblement, elle aurait fait ces vidéos sous substance, parce que c'était pas possible de le vivre dans une pensée réelle, on va dire. Est-ce que vous la connaissez en tant que chanteuse R&B? À l'époque, attendez, elle chantait dans les années, je crois, je sais même plus. Je sais pas si c'était dans les années 2000, il me semble. Ça vous dit rien, vous, non? Oui, c'est lui qui l'a, qui l'a produit, qui l'a fait, qui l'a lancé exactement. Elle devait avoir une petite vingtaine d'années. Je sais pas en quelles années c'était. Je pense que ça devait être autour de 2008-2009, parce que la relation s'est terminée en 2018, et dans les articles que j'ai vus, ils estimaient qu'elle avait vécu pendant 8 ans sur cette forme de contrainte et de vie complètement recluse. Pour ceux qui connaissent pas, est-ce que ça vous parle ou pas? Non? Bon, moi ça me parle pas. Non, okay. Je passe à côté. Bon, c'était pour ceux qui connaissaient pas, hein, comme toi, voilà. Donc c'est elle en fait, Cassie. Bon, moi après je connaissais. Est-ce que la célébrité est un bouclier ou un fardeau dans ce type d'affaires? Les deux. Hein. Moi, je pense que cette pauvre fille, moi, je l'entends plus. Et je pense qu'elle est relativement discrète, en tout cas dans sa profession, si elle poursuit. Pour elle, ça peut être un fardeau, effectivement, parce que du coup, quand c'est la célébrité qui t'amène ton beurre, ce genre d'affaire te détruit d'une manière ou d'une autre. Et de notre côté, la célébrité de notre côté pour P. Diddy, c'est ce qui lui permet, pour l'instant en tout cas, de s'en sortir sans perpète. Hein. Il aura un maximum de 20 ans si la peine est peu clémente, mais il va quand même malgré tout s'en sortir, quoi. En sachant que c'est pas un cas isolé sur cette compagne-là. Il a fait en suivant sur une deuxième compagne qui a suivi celle-ci. Elle a aussi porté plainte pour le même type de violence et
d'obligations, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin de contraintes. Et puis il y en a d'autres, des danseuses qui auraient été engagées dans le cadre de soirées privées, qui auraient aussi porté plainte au civil pour des états de violence, une forme d'agression sexuelle, mais voilà, agression sexuelle sans forcément qu'il y ait un viol perpétré, quoi. Bon, c'est quelqu'un qui est vraiment déviant, hein. Et je pense que là, la célébrité, ça peut détraquer des personnalités, hein. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, il faut être fou quand même, ou vous pensez qu'il est quand même conscient malgré tout par rapport à ce qu'il a pu faire, ou est-ce qu'il y a une part de folie là-dedans? Ah ouais, il y a une part de folie, là il est complètement hors sol, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est cru tellement dans une espèce de pouvoir suprême, qui s'est cru au-dessus de toute possibilité d'être inquiété et de droit de vie ou de mort, parce que des menaces de mort, certaines s'en sont vues proférées aussi. Et c'est quelqu'un qui est plus du tout dans la réalité de ce qu'est un être humain et de ce qu'on attend de lui dans la société, et il est pas au-dessus des lois, quoi. Et je pense que le pouvoir, l'argent et la popularité a pu le faire dérailler, quoi. Mais ça n'excuse rien. Il est dans un autre monde. J'arrive pas à avoir le pseudo. Ah, c'est Carole, ok. Betty, elle pense qu'il est conscient de tout ce qu'il fait. Alors conscient, oui, mais en tout cas, je pense qu'il a plus du tout la notion de que ce qu'il fait est répréhensible, et ce qu'il fait c'est pas digne d'un être humain, quoi. Même pas les animaux se comportent comme ça, quoi. Donc faut-il continuer à soutenir un artiste s'il est jugé non coupable mais controversé? Une personne comme ça, moi je soutiendrai pas, parce que je pense que la raison pour laquelle il s'en sort aussi bien sur ce procès, c'est que l'avocat de la Cassie, je pense qu'il n'a pas donné les bons chefs d'inculpation, quoi, parce qu'en fait c'était du proxénétisme et compagnie, mais il fallait vraiment attaquer sur la violence, sur les manipulations et compagnie. Mais je pense que ça, de toute façon, elle a fait valoir au civil. Donc et pour que la plainte puisse être recevable au pénal, je pense qu'il y avait que ces formes d'inculpation qui étaient possibles, mais malgré tout c'était improuvable. On peut pas prouver le proxénétisme forcé, quoi, en fait, la concernant, parce qu'il y avait aussi une emprise affective. Elle était réellement amoureuse de lui, elle était dans un état de confiance en elle ou d'estime d'elle-même réduit à néant, et du coup elle voyait pas comment faire jusqu'à ce que la peur de rester devenait plus grande que la peur de partir. Mais jusqu'à ce moment-là, elle savait pas comment réussir à même savoir si c'était normal ou pas normal ce que la personne lui demandait, quoi. Mais bon, ça n'existe sûrement pas dans les chefs d'inculpation au pénal aux États-Unis, et c'est peut-être pour ça que la plainte au pénal plusieurs chefs d'inculpation n'ont pas été retenus, et que les plus faibles ont été retenus. Les victimes osent-elles moins parler face à des figures puissantes? Elles osent moins, ça c'est certain. Ouais, tu penses, toi? Oui, parce que c'est un combat de puissance de toute façon, hein, donc quand l'autre a de quoi se récupérer l'opinion publique, parce que ça fait 20 ans ou 30 ans qu'il est connu du grand public, c'est compliqué, parce qu'elle n'a pas sa carrière, elle n'a pas sa renommée, et que c'est compliqué, quoi. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette affaire, et là où j'ai le plus recherché, c'est pourquoi elle n'est pas partie avant, quand elle est partie, comment elle a fait pour partir finalement, parce que en voyant qu'elle était vraiment il avait accès à ses comptes en banque, c'était des comptes en banque de sa boîte de prod, en fait, donc ça restait dans la, enfin, c'était pas des comptes qui étaient nominativement et individuellement à son nom, et ils étaient au nom des deux, donc il avait accès à tout ses finances, donc il fallait, si elle voulait s'acheter une robe, qu'elle en demande l'autorisation, si elle voulait aller voir ses parents, c'était la même. Et je me dis, mais comment en fait une personne comme ça, du coup, a pu réussir sous emprise, en fait, hein, à sortir, je pense. voilà. Elle est complètement sous emprise, et comment quelle stratégie en fait elle a pu faire pour réussir à s'en sortir, quoi. Donc après, si ça vous intéresse, je peux vous en parler. Vas-y, oui, mais on est là pour ça, hein. Alors, parce que du coup, voilà, moi je me suis vraiment posé cette question. Bon, si elle était vraiment avec un garde du corps H24, à pas pouvoir partir faire ce qu'elle voulait, ni voir ses amis, être isolée, donc ne pas pouvoir s'épancher sur son vécu et compagnie, à qui que ce soit, comment elle fait pour s'en sortir? Et en fait, il s'est avéré qu'à un moment donné, elle a demandé à pouvoir avoir un coach sportif pour retrouver un peu sa ligne. Et dans la mesure où P. Diddy, c'était une question d'image, le couple lui rapportait du fric, donc sa compagne rapportait du fric, donc ça allait dans le sens de son business. Donc il a embauché un coach sportif de star qui venait avec, toutes les semaines, ou je ne sais à quelle périodicité, lui faire des cours.
Et dans le cadre de ces cours, effectivement, le garde du corps restait à l'extérieur de la pièce. De fil en aiguille comme ça, une relation de confiance s'est installée avec cette personne et elle a pu un petit peu expliquer ce qu'il en était. Et c'est du coup un lien émotionnel s'est tissé entre eux et sentimental. Et du coup là, elle a compris que elle valait plus que ce que on avait bien voulu lui faire comprendre pendant toutes ces années et qu'elle pouvait prétendre à une autre vie. Et c'est là qu'elle a trouvé le courage de pouvoir s'en sortir avec l'aide de ce coach qui est devenu son mari par la suite, enfin qui est devenu son compagnon puis son mari. Et du coup, financièrement, c'était là où moi je me disais ça, c'est pas possible, elle a pas pu partir sans un copec. Comment elle a fait? Elle avait un compte sur lequel elle pouvait se faire verser tout ce qui pouvait être des produits de collaboration publicitaire ou dans les réseaux sociaux ou ces actions d'influenceuse ou d'influence avec sur les réseaux. Et c'est avec ces petits deniers, alors il parle de quelques milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros, mais pas grand-chose, qu'elle a pu de suite embaucher un autre avocat, enfin un avocat hors de la team de sa boîte de prod, pour la défendre, qui lui a même conseillé comment faire, donc prendre un téléphone, changer de numéro, prendre un autre téléphone, vite aller se faire héberger chez des amis qu'il ne connaît pas, et ensuite prendre un appart, se déménager, et là porter plainte au civil pour s'en sortir. Après je me disais pourquoi elle a pas eu le déclic avant, il a fallu qu'elle attende de tomber sur cette personne-là pour avoir le courage d'eux. Et en fait ils expliquaient que c'était vraiment quand tu es sous l'emprise affective, émotionnelle, c'est même plus un pervers narcissique, mais je sais même pas ce que c'est, quoi. Moi, c'est pire. En fait, voilà, c'est encore une autre qualificatif et je ne sais pas effectivement comment on appelle ça. Tu te rends vraiment plus compte de la réalité. Déjà, quand tu t'en rends compte, quand tu as des brides de lucidité, tu as honte, donc tu oses pas en parler à tes proches. En plus, dans son cas, elle était carrément éloignée de sa famille et compagnie. Et c'était devenu une espèce de normalité. Et comme c'était à coup de chaud-froid, c'était un coup t'as mal agi, t'es puni, je te fous une fois il a assommé avec une poêle sur la tronche. Donc une fois à coup de marteau, une fois il l'a menacé avec un gun. Bon, enfin voilà quoi. Et puis t'es gentil, je t'offre des robes de luxe, je me complains en excuses, je t'explique que ça n'arrivera plus jamais, que t'es la femme de ma vie, et donc du coup t'en perds l'équilibre psychique en fait, et tu arrives plus à savoir ce qu'il en est. Et c'est qu'à partir du moment où les coups sont plus fréquents que les compliments, et que tu te dis là de toute façon si je reste je crève, et si je meurs effectivement il me menace de me crever aussi, mais au final vaut mieux que je tente le coup, parce que rester est plus dur que partir, quoi. Okay. Et pour le coup voilà, ça se goupille comme ça dans la tronche, quoi. Mais moi je me disais putain, mais moi je m'en vais avant, mais comment elle a tenu et tout, je comprenais pas, quoi. C'était quelque chose qui me paraissait hallucinant, quoi. L'argent achète-t-il parfois le silence? Ben oui, puisqu'on voit que au civil, il y a eu des transactions financières pour pas mal de plaignantes qui, du coup, ont retiré leur plainte. Mais il n'empêche que on peut avoir fait une transaction financière au civil, on peut quand même être appelé par la justice au pénal pour être témoin et pour être audité dans le cadre d'une procédure pénale, parce que là, c'est plus du tout interindividuel. C'est vraiment l'État qui attaque l'accusé parce que la société a été brimée. Donc, dans ces cas-là, c'est à ce moment-là double gain, quoi. T'as gagné au civil sur le préjudice personnel, et puis du coup l'affaire a été étouffée pendant quelques années, parce qu'il y en a certaines qui remontent de 2012 voire peut-être un petit peu en deçà. Finalement il a fallu attendre que la plainte soit mise au civil et au pénal par son ex-compagne, que ça refasse surface. Donc il a quand même gagné un peu plus d'une dizaine d'années avec ses millions. Les mouvements MeToo ont-ils atteint leurs limites? Non, je pense pas. Je pense qu'elle a quand même décomplexé la parole des femmes, et je pense que ça ne va pas faire de régression, et on n'a pas atteint un plafond de verre. Je pense que maintenant, on le voit aussi en France, on a de plus en plus d'affaires comme ça qui voient le jour et qui sont décomplexées, alors qu'avant les plaignantes refusaient parce qu'il y avait des renommées en jeu. Là maintenant, je pense que ça a décomplexé, et on n'ira pas au-delà des déclarations officielles. MeToo, ça sert juste à dire ça m'est arrivé aussi, voilà, je dis ce qu'il en est. Donc ça ira pas plus haut, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne peut pas faire plus haut. Par contre, ça va pas régresser. Je pense que c'est un état d'esprit qui est acquis pour les femmes, et qui ne régressera pas. On a dans la room un commentaire, je ne sais pas ce que c'est, qui peut nous expliquer?
Alors, je crois que c'est parti avec l'affaire Weinstein aux États-Unis, où donc il y a certaines actrices qui ont commencé à dénoncer ce producteur richissime avec un pouvoir hallucinant comme étant un agresseur sexuel en fait. Et de là donc en fait de une plainte, deux plaintes, ça s'est développé à je crois presque une centaine de plaintes, tout confondu sur cette personne-là. Donc bon, il a été inquiété, mis en justice. Je sais pas du tout, j'ai pas du tout connaissance de ce qu'il a pris, s'il a pris bon ou pas, comme on dit. Mais et du coup, de là, en fait, ça a décomplexé, notamment dans ce milieu du cinéma, de l'art, où visiblement les femmes qui souhaitaient travailler, il valait mieux qu'elles ferment leur bouche, on va dire. Ouais, un peu comme balance ton porc. Ouais. C'est un peu la même chose. C'est voilà, c'est pour dire oui, moi aussi ça m'est arrivé et du coup je me tais plus face à ça. C'est un comportement qui est inacceptable. Et en France, on a eu, je crois que c'était Judith Godrèche qui avait dénoncé aussi un réalisateur, puis d'autres. Moi, je me rappelle. Ouais. Puis d'autres en suivant. On a eu aussi Flavie Flamand qui avait dénoncé un photographe avec qui elle avait bossé quand elle était mineure, qu'elle avait moins de 14 ans et qui a aussi fait des trucs pas cool sur elle. Et du coup, ça a décomplexé un petit peu la parole sur ces agressions physiques ou ces agressions sexuelles, notamment et surtout, je pense que c'est quasi exclusivement dans le milieu du cinéma. On n'en a pas trop vu au milieu politique, pour l'instant en tout cas.